Du Mont-Saint-Michel au Grand Canyon, en passant par le Grand Zimbabwe, tous ces sites sont séparés par des milliers de kilomètres ou des dizaines de siècles. Mais ils partagent tous deux choses. Chacun d'entre eux est considéré comme unique, irremplaçable, d'une valeur exceptionnelle et universelle. Tous sont également en danger. Merveilles de la nature ou chefs-d'œuvre nés de la main de l'homme, de nombreux sites à travers le monde sont inscrits sur une liste dite du patrimoine mondial. Pour comprendre, nous recevons notre invité, Gérard Denisot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en université, historien de l'art et l'auteur de nombreux ouvrages, notamment celui-ci, Les plus beaux sites du monde, paru aux éditions Larousse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors la notion de patrimoine mondial est récente, mais depuis la nuit des temps, les hommes se sont extasiés devant des monuments et des paysages magnifiques, notamment avec les 7 merveilles du monde. Oui, ils se sont extasiés, mais ils ne les ont pas respectés. Les 7 merveilles du monde, aujourd'hui, ont disparu, à l'exception de la grande pyramide de Khéops, encore qu'elle ait perdu son parement. Donc, elles ont été anéanties, soit par des causes naturelles, la violence naturelle, le séisme, le raz-de-marée, soit, au contraire, du fait de l'action des hommes, de l'action délibérée, les conquérants ayant en général pour vocation à raser tout ce qui existait avant eux. Donc, les 7 merveilles du monde sont un magnifique exemple de ce que le patrimoine mondial, c'est exemplaire du génie contemporain, parce que nous admirons, mais nous préservons pour transmettre. C'est le but, c'est la vocation du patrimoine mondial, c'est-à-dire repérer d'abord tous les édifices, comme vous l'avez dit, uniques et remplaçables, ensuite les restaurer, les conserver et les transmettre aux générations futures. Alors c'est en 1964 précisément que ce changement de mentalité s'opère, au moment où l'UNESCO entreprend les premiers travaux de sauvetage d'Abou Simbel. Oui, alors là c'est un sauvetage particulier. Le lac Nasser, qui est nécessaire à la vie, va engloutir un temple célèbre, celui d'Abou Simbel. Alors, effectivement, une organisation internationale se met en place, débloque un total de, je crois, plus de 40 millions de dollars pour l'époque, pour découper ces temples, les hisser sur un plateau, d'où ils pourront être vus. Là, c'est la première prise de conscience de ce que quelque chose qui a disparu est à jamais irrécupérable. Tout de suite, on se rend compte que ça coûte très cher. L'Égypte seule ne pouvait pas sauver son temple d'Abou Simbel, le monde entier s'en est occupé. Et c'est précisément à ce moment-là que ces sites ne sont plus considérés comme indonésiens ou égyptiens, ils font partie maintenant d'un héritage commun. Vous savez, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'un type comme Montaigne s'avise de penser que les autres civilisations ont une valeur. Donc, nous, on a attendu le XXe siècle pour nous dire qu'une pagode chinoise, un stupa indien, une cathédrale gothique, tout cela avait la même valeur pour nous tous. C'était notre patrimoine commun. Quand nous, par exemple, Français, aidons à préserver un temple cambodgien, nous rendons service à nous-mêmes. Alors à l'origine, nous venons de le voir, les sites du patrimoine mondial sont plutôt culturels et au fur et à mesure, on va intégrer des sites naturels à la liste. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait une question d'évaluation. Qu'est-ce qu'on appelait un site ? Et pour nous, les Européens, la question était très facile à résoudre, c'était un site culturel. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'autres pays qui révéraient des espaces, certains espaces, pour leur caractère sacré, parce qu'ils étaient très beaux, parce qu'ils étaient étranges, parce qu'ils étaient lointains, parce qu'ils étaient inaccessibles. Comme les montagnes, par exemple, au Tibet, que jamais les habitants n'ont escaladé. C'est aussi une prise de conscience que les sites culturels sont intégrés, interdépendants avec les sites naturels, puisqu'ils s'inscrivent dans une nature. Dans une région donnée, par exemple, pour parler de l'art roman auvergnat, pourquoi il est singulier ? Parce qu'il est fait avec la pierre volcanique d'Auvergne. Un site culturel, c'est en quelque sorte la métamorphose de la nature par l'homme. Et l'emblème d'ailleurs de l'UNESCO représente cette interaction entre le naturel et le culturel. Oui. Le cercle représente la nature, le carré représente l'homme. Oui, on peut aller même au-delà. Donc effectivement, le cercle, c'est le cosmos, c'est l'infini, c'est Dieu, c'est la nature, le monde comme il nous a été donné. Et le carré, c'est la marque de l'homme sur cette nature, la domestication, mais sans conflit. Plus récemment, en 2001, l'UNESCO a ajouté une nouvelle catégorie, le patrimoine mondial dit immatériel. De quoi s'agit-il ? Pour l'essentiel, il s'agit de documents audiovisuels, comme par exemple le chant traditionnel algérien, qui n'est plus pratiqué que par une demi-douzaine de femmes, pour la plupart très âgées. Alors on les enregistre, on les sauve, on préserve, en sachant que ça peut disparaître, mais qu'on a toujours la source. Nous allons à présent voyager dans le monde entier à la découverte de certains des plus beaux sites du patrimoine mondial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il en existe 962 dans 5 zones géographiques différentes.
différentes. Alors commençons par l'Europe. De par son histoire, elle présente beaucoup plus de sites culturels que de sites naturels. Alors on commence en France avec le Mont Saint-Michel. Quelle est sa particularité? Il condense le génie médiéval d'au moins 5 siècles. Il a été érigé dès le 7e siècle, mais sous forme d'un tout petit monastère. Puis à l'âge roman, il est devenu une église sur un rocher puissant qui le mettait à l'abri des incursions des différents ennemis. Et ensuite, il est devenu une des grandes merveilles de l'architecture mondiale gothique. D'ailleurs, son principal bâtiment s'appelle la merveille de l'Occident, dominée par le cloître. Le tout dans un environnement naturel tout aussi exceptionnel. Un peu plus au sud, à Grenade, l'Alhambra représente un mix culturel aussi exceptionnel. Nulle part ailleurs en Espagne, vous ne trouverez l'équivalent de l'Alhambra. Mais nulle part ailleurs non plus dans les pays arabes. C'est la rencontre en fait d'un génie particulier, le génie ibère, l'ancien génie visigothique, etc., de la population locale, et le génie particulier de l'islam. Et la rencontre de ces deux génies provoque l'érection de l'Alhambra sous la dynastie des Nasrides, c'est-à-dire l'apogée de l'occupation islamique en Espagne, juste avant la Reconquista, juste avant le dernier départ des occupants islamiques. Partons à présent en Turquie, à Istanbul, la ville considérée comme le carrefour des civilisations avec deux édifices qui se font face, la Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue. Les édifices que vous citez ont ceci d'étonnant qu'ils se ressemblent beaucoup. Ce sont de gigantesques coupoles entourées de clochers ou minarets. Et pourtant, l'un a été bâti au VIe siècle. C'est la plus grande église chrétienne du monde, aujourd'hui devenue musée. Et l'autre est la Mosquée Bleue, construite au XVIIe siècle, l'apogée de l'art de la construction musulmane. Elle reste un édifice religieux, mais particulièrement libéral, ouvert à tout le monde, où on vous demande simplement de vous tenir de façon décente. Enfin, un monument de la Rome antique exceptionnel, c'est bien sûr le Forum. Oui, le Forum. Écoutez, 30 siècles d'histoire, enfin, c'est fabuleux. D'abord, ça longe le Palatin, la colline mythique où est né Rome, 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est dominé par le Capitole, autre colline mythique. Et c'est parcouru dans le fond de cette petite plaine, parce que le Forum, c'est une petite plaine, par une route, une voie, la voie sacrée, la Via Sacra, n'est-ce pas, qui part d'un arc de triomphe, celui de Septime Sévère, passe sous l'arc de Titus, puis sort du Forum pour aller jusqu'à l'arc de Constantin, partout autour des temples, des basiliques, des thermes, enfin bref, toute la civilisation romaine est encore une fois dans un cadre magique. A l'inverse, aux États-Unis, ce sont plutôt les sites naturels qui priment. Évidemment, je pense bien sûr au Grand Canyon dans l'Arizona. Je crois que c'est pour lui qu'on a inventé l'adjectif démesuré. Effectivement, il est sans mesure. Quand vous êtes sur le plateau, sur le rebord du plateau, le Colorado, vous le voyez en bas, il est 1400 mètres plus bas. On descend à travers l'espace, mais aussi à travers les siècles, parce que toutes les couches géologiques sont superposées. Et surtout, il y a quelque chose qui est nouveau, c'est la validité esthétique du canyon du Colorado. Nous, les hommes du XXe siècle, nous avons trouvé que c'était beau. Toutes ces couleurs, toutes ces formes, la faune, la flore, tout participe de l'enchantement. Moins connu de tous, mais aussi tout aussi impressionnant, le parc de Yellowstone dans le Wyoming. C'est un parc naturel qui est le plus vieux du monde, je vous le rappelle. Il a été créé en 1872 par décret gouvernemental. Un siècle avant donc les prémices de la liste mondiale de l'UNESCO. Et ce parc national, mais protégé juste par le gouvernement américain, l'est maintenant par le monde entier. C'est donc le monde entier qui a pris collectivement la décision en 1988, quand il a brûlé, de laisser brûler. On a sauvé les hommes, bien sûr, les établissements, les pompiers ont fait leur travail, mais on a laissé brûler car la nature, c'est aussi l'incendie. Et effectivement, un quart de siècle plus tard, on voit que les hommes qui avaient pris cette décision ont eu raison. La faune est encore plus abondante qu'avant, la flore s'est régénérée et le parc de Yellowstone est donc un excellent exemple de ce que les désastres naturels combattus par l'homme peuvent parfois régénérer la nature. Et que de temps en temps, donc, on n'est pas obligé de vouloir conserver à tout prix, on peut aussi laisser faire. Et ce n'est pas pour autant que le site disparaîtra. Non, conserver à tout prix, c'est une erreur tragique dans tous les sens du terme, y compris pour les édifices. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, les sites culturels sont souvent indissociables des sites naturels. C'est notamment le cas de nombreux sites en Asie. Alors évidemment, la Grande Muraille de Chine et Angkor Wat au Cambodge en sont des exemples criants. Oui, mais à des titres bien différents. La muraille de Chine, ce qu'elle a d'exceptionnel, enfin elle a tout d'exceptionnel, je vous rappelle, les chiffres sont complètement fous. Si vous vouliez assembler autant de pierres qu'il en faut pour construire la muraille de Chine, il vous faudrait 100 fois la pyramide de Khéops. Vous pouvez, sur la chaussée sommitale qui couvre 40 fois la surface du Vatican à elle toute seule, accueillir 100 millions de touristes en même temps. Il faudrait 5 millions d'éléphants pour arriver à représenter son poids, vous voyez, c'est fou. Mais en plus, elle révèle l'incroyable disparité
particularité du relief chinois. Elle monte, elle descend, elle danse. On a l'impression d'un serpent qui se glisse, un serpent de 6000 km à travers les montagnes. Elle révèle donc aux hommes la splendeur d'un relief qu'ils ont su vaincre et domestiquer, même si c'est pour des pas très bonnes raisons, puisque c'était à titre belliqueux. Quant à Angkor Wat, c'est un petit peu l'inverse. Angkor Wat, c'est un temple montagne, n'est-ce pas, qui marque l'apogée de la civilisation khmer au XVe siècle, avec un ensemble colossal et gigantesque qui soudain est abandonné. Et là, quand vous allez à Angkor Wat, en dépit de l'effort énorme des archéologues depuis un siècle, vous voyez à quel point la nature prolifère, reprend, étreint, broie, casse tous les murs. Il faut sans arrêt se battre contre elle. On pourrait également citer la ville ouzbek de Samarcande qui a été établie en plein au milieu du désert dans une oasis. Alors il faut arriver par la route, par le désert, vous traversez et soudain surgit cette ville mais impensable, inimaginable. Alors il y a une raison à sa splendeur, c'est que c'est la ville de Tamerlan, le plus grand conquérant de tous les temps. Tamerlan non seulement est un empereur, il a fait ériger un tombeau gigantesque à sa femme, mais aussi il est le diffuseur de l'islam à travers la vie. Donc de très nombreux édifices sacrés qui atteignent au summum de la splendeur ornent Samarcande. Alors enfin, on ne peut pas clore le chapitre de l'Asie-Pacifique sans parler bien sûr de la mystérieuse île de Pâques. Évidemment. Quand on a découvert cet îlot, un jour de Pâques, c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi, on y a découvert d'abord et avant tout, sur ce tout petit espace en plein milieu de l'océan, un espace qui est grand comme la superficie de la commune de Paris, pas plus. Et donc on a découvert d'étranges statues, les moaïs, n'est-ce pas? Et alors ces statues, on ne savait pas ce qu'elles étaient, on a imaginé qu'elles avaient été apportées par des extraterrestres, par des civilisations très antiques et disparues il y a des millions d'années. Non, la science nous a révélé que ces statues étaient assez récentes, c'est Versailles, c'est le XVIIe siècle. Et alors ce qu'il y a de passionnant quand on les voit, c'est qu'en fait ces statues, elles avaient perdu leurs yeux et on croyait que les yeux, elles n'en avaient pas, qu'elles regardaient les étoiles. On les a retrouvés les yeux, on les a remis. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'elles tournent tout le dos à la mer, aucune ne regarde la mer, et avec leurs yeux, elles regardent les terres des hommes, parce qu'elles les protègent. Ce sont des statues prophylactiques. Alors en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il y a également beaucoup de sites répertoriés au patrimoine mondial. Alors on ne peut pas tous les nommer ici, mais attardons-nous un moment juste sur le site antique de Petra en Jordanie. Oui, alors encore une fois, rencontre absolument exceptionnelle entre l'homme et la nature. Bon, un défilé de 2 km qui parfois n'est large que de 2 mètres, qui monte parfois à 100 mètres de hauteur de falaise quasiment verticale. Et là, des hommes ont excavé ou se sont installés dans des cavernes de grès rose avec des couleurs fantastiques. Ils ont bâti une ville. Mais ce qui est assez curieux, c'est que cette ville pourrait paraître complètement exotique, elle ne l'est pas. C'est une ville gréco-romaine. Alors, ils ont succédé à une population très ancienne et Petra a toujours été habitée pendant 1000 ans. C'est là qu'on voit que les hommes, quelles que soient leurs origines, leur religion, s'accommodent de ce que la nature leur offre. On ne peut pas parler du patrimoine mondial sans évoquer évidemment Gizeh, à la lisière du désert de Libye. À Gizeh, ce ne sont pas seulement les pyramides ou la pyramide de Khéops, il y a les grandes pyramides, Khéops, Khéphren, Mykérinos, mais il y a aussi les 2 grands ensembles de pyramides du sud-est, il y a les temples, il y a les pyramidions, il y a le Sphinx, il y en avait d'autres d'ailleurs. C'est un ensemble en fait. C'est un ensemble, avec le désert, les rives du Nil, tout ça en fait partie. Finissons notre tour du monde en Afrique subsaharienne avec notamment le Grand Zimbabwe. Oui, alors ça c'est aussi passionnant, mais pour ce que ça nous révèle sur nous d'abord. Nous, les Européens, nous avons découvert, Allemands, Français, Anglais, le Grand Zimbabwe. Devant la splendeur de cette immense réalisation en pierre colossale, nous n'avons jamais pu croire que c'était une civilisation locale, les Télèbes en l'occurrence, qui avait construit cela. Donc on a inventé l'intervention du roi Salomon, de la reine de Saba, du prêtre Jean, etc. Et finalement, eh bien, on a découvert que cet immense ensemble était le fait des populations locales. Et alors, en ce qui concerne Zimbabwe, c'est tellement emblématique que ce mot, qui veut dire grande pierre dans la langue locale, a donné son nom au pays. Et enfin, le site que vous considérez comme étant l'exemple type de la fusion entre le culturel et le naturel, Bandiagara au Mali. Oui, parce que si vous me demandez qu'est-ce que Bandiagara, je ne sais pas quoi vous répondre. Alors je vais m'en sortir, je dirais une falaise de 200 km de long, une falaise qui est au pays d'Ogon, au Mali, et c'est aussi une centaine de villages, c'est aussi des dizaines de milliers d'hommes qui vivent là, les femmes gardent les greniers, les cadavres sont ensevelis dans des cavités. Vous voyez, c'est un extraordinaire ensemble, comme une termitière, une fourmilière, n'est-ce pas? Il y a là donc des hommes qui vivent en fusion avec la nature, des êtres vivants. Nous venons de découvrir des endroits dans le monde
monde absolument exceptionnel, mais ces sites sont de plus en plus fragiles, outre le vieillissement. À quel danger s'exposent aujourd'hui les sites du patrimoine mondial? C'est l'accroissement de la population mondiale qui a provoqué non seulement l'occupation des sites eux-mêmes, mais aussi l'envahissement touristique. Bon, vous connaissez tous l'exemple de Lascaux. Lascaux maintenant est interdit au public parce que l'afflux du public dégradé. Alors, il y a plusieurs dangers. Le premier, on l'oublie toujours, c'est la violence naturelle. Le tsunami, l'avalanche, le tremblement de terre, l'incendie, tout ça, c'est la nature indifférente qui les déclenche. Et elle peut mettre par terre une ville, comme elle a mis par terre Troie ou d'autres grands, le Colosse de Rhodes, parmi les 7 merveilles du monde et d'autres. Bon. Ensuite, il y a évidemment l'activité principale de l'homme depuis le début des temps, qui est la guerre, qui fait un mal considérable. Parfois, c'est aussi le développement. Par exemple, un site en péril, n'allons pas le chercher trop loin, en Angleterre, grand pays développé, le port de Liverpool. Ce port qui a été un des plus importants, sinon le plus important du monde pendant des siècles, eh bien, les associations se battent pour le garder, mais les acteurs économiques disent non, il faut tout transformer, on ne vit plus, on étouffe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour finir, si je vous demande, existe-t-il un paradis sur Terre, que me répondez-vous? Eh bien, certainement pas, mais qu'en tout cas, on en a une assez bonne image avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous réunissez tous les sites mondiaux de l'UNESCO, il y a le plus beau visage de la mondialisation. C'est le monde le plus beau que l'homme sait penser et qu'il sait créer. Donc il faut à tout prix le préserver, l'agrandir et l'ouvrir à tous. Merci beaucoup Gérard Denisot. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt.